Merci de rester fidèle à l'ORTM, il est 13h à Sakora, dans le secteur de Koulikourouk, même heure à Touba, dans le secteur de Tominia. Le journal Isaac Thilou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième édition de l'actualité. Voici les grandes lignes de cette édition. Nouvelle génération sans VIH et sans sida, c'est l'intitulé du projet Initiative nationale. C'est la ministre de la Santé qui a procédé à la signature de documents d'engagement à suivre dès le début de ce journal. C'est parti pour la semaine de médecins à Bamako, une semaine qui permettra à la corporation de faire la promotion de la vaccination de la COVID-19 et créer un cadre d'échange sur un nouveau texte. Kouma Sissé nous donnera les détails. La foire agricole de Sigasso Fasco a été lancée ce jeudi au Sadba Matraoré. C'était un rendez-vous des acteurs du monde agricole organisé par l'Association des organisations professionnelles paysannes et soutenu par le conseil régional de Sigasso. Enfin, régional, on parle de sport, une actualité qui s'est développée par Famou Dourté. Il nous parle surtout de football avec la Coupe du Monde qui joue cet après-midi son match de classement. Le chef national dédié il y a la question et bien d'autres nouvelles. Voilà pour les titres. Je le disais, lancement du projet Initiative nationale Nouvelle Génération sans VIH et sans sida. C'est à la faveur de la journée nationale de plaidoyer sur l'accélération de la prévention, de la transmission mère-enfant et de la prise en charge du VIH pédiatrique et adolescent. Et c'est bien la ministre de la Santé qui a procédé à la signature du document d'engagement de lutte contre le VIH-Sida d'ici horizon 2030. Ablaï, je le dis, Aliou Ablaï Touré. Selon un rapport de l'ONU-SIDA, toutes les 6 minutes, un enfant de moins de 15 ans mourait de sida en 2021, ce qui fait dire au directeur exécutif de l'ONU-SIDA qu'il y a lieu d'accorder une attention particulière à la prévention des nouvelles infections des enfants et adolescents, d'où la pertinence du lancement du projet Initiative nationale Nouvelle génération sans VIH et sans sida. Dr Marc Saba, directeur pays de l'ONU-SIDA. Trop souvent, la voix des enfants n'est pas entendue et leurs besoins ne sont pas satisfaits. En conséquence, l'écart de progrès entre les adultes et les enfants se creuse. Face à cette situation, l'ONU-SIDA, l'UNICEF et l'OMS, en collaboration avec d'autres partenaires, ont lancé une alliance mondiale en août 2022 à Montréal, au Canada, pour garantir l'accès de tous les enfants séropositifs à un traitement d'ici la fin de la décennie et de prévenir les nouvelles infections chez les nourrissons. Il faut noter que près de la moitié, soit 52%, des 1,7 million d'enfants vivant avec le VIH dans le monde n'avaient pas accès à un traitement vital en 2021. Contre 76% des adultes. Le secrétaire exécutif national de lutte contre le sida a rappelé que la table ronde de l'ONU tenue le 17 mai 2016 au Danemark avait mis l'accent sur la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant en rendant accessible le traitement antirétroviral pour toutes les femmes. Dr Ishaka Moumine Kone, secrétaire exécutif national de lutte contre le sida. De cette déclaration à ce jour, le cadre stratégique national qui a été mis en œuvre de 2007 à 2021 a connu une mise en œuvre particulièrement difficile à cause de la limitation des ressources de l'État et aussi des ressources des partenaires techniques et financiers. À l'évaluation de ce cadre stratégique national, nous avons constaté avec satisfaction le maintien d'une prévalence nationale moyenne, toujours faible, mais nous avons aussi remarqué avec amertume que la majeure proportion des nouvelles infections au VIH était chez les moins de 25 ans. Au cours du lancement de cette initiative nationale Nouvelle Génération sans VIH et sans sida, tous les leaders religieux du Mali ont mis l'accent sur la nécessité de l'intensification des campagnes de sensibilisation et de dépistage du sida. Restons dans le cadre de la santé pour dire que les activités de la semaine des médecins ont été lancées donc ce jeudi à Bamako. Au cours de la semaine, les médecins doivent mener des activités de promotion de vaccination contre la COVID-19, créer un cadre d'échange sur les nouveaux textes de la corporation, entre autres. Les détails avec Kouma Sissé. Toute la corporation médicale est réunie autour des activités de sa semaine organisées par le Conseil national de l'Ordre des médecins.
À cette occasion, les organisateurs se félicitent du travail abattu par eux, souvent exercé dans des conditions difficiles en faveur de la promotion de la santé au Mali. Mouminatou Katile, présidente de l'Ordre national des médecins. Les activités inscrites comprennent les journées de consultation gratuites avec don de médicaments en faveur des personnes vulnérables dans le site de déplacés de Sénou qui regorge plus de 1700 âmes, au niveau de la maison centrale à Bamako-Croix, au niveau du centre de réinsertion sociale de Bolé-Femmes, au niveau de la maison des aînés. Au total, plus de 10 spécialités médicales ont été mises à disposition pour prendre en charge plus de 400 personnes, femmes, enfants et personnes âgées. Cette année, l'accent est mis sur le médecin au centre des crises sanitaires Covid-19, maladies émergentes et maladies réémergentes. Djeminatou Sankare, ministre de la Santé et du Développement social. Pour atteindre les objectifs de santé, la communication des médecins sur la promotion des activités de santé, notamment la vaccination Covid-19, occupe une place importante. Toutefois, cela doit se faire dans le respect de certaines règles et principes, contrairement à certains éléments mis sur les réseaux sociaux en violation souvent du droit du patient. Le département soutiendra toutes les actions tendant à améliorer les connaissances, attitudes et pratiques du personnel de santé face à la Covid-19 pour un changement de comportement. À la fin de la cérémonie de lancement de cette semaine, le ministre de la Santé et 2 membres de la corporation médicale ont reçu un tableau d'honneur pour leur engagement dans la promotion de la santé au Mali. Sur un tout autre plan, le comité technique conjoint pour la gestion intégrée des ressources en eau du bassin du Sourou tient sa 5e session les 16 et 17 décembre. La rencontre est organisée par la Direction nationale de l'hydraulique du Mali et réunit les participants du Mali et du Burkina Faso. Elle vise une meilleure gestion des ressources afin de préserver les intérêts communs des 2 pays. Compte rendu, Barkissa Ouattara. La vallée du Sourou est un pôle économique pour le Mali et le Burkina Faso. Pour assurer une meilleure gestion de cette ressource, le comité technique conjoint pour la gestion intégrée des ressources regroupant tous les services techniques nationaux de l'eau et de l'environnement des 2 pays se retrouve ici à Bamako pour sa 5e session. Ce comité a pour objectif de promouvoir la gestion intégrée des ressources en eau à l'échelle du bassin du Sourou. Moussa Ombotimbe, conseiller technique au ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. La tenue de la présente session, après celle de 2021, donne une perception de bon fonctionnement du comité. Toutefois, bien que cette dynamique soit un acquis important, des défis majeurs demeurent. Il s'agit entre autres de la mise en œuvre effective des feuilles de route adoptées lors des précédentes sessions du comité et de la mobilisation des ressources financières indispensables à la gestion des ressources en eau du bassin. Il faut aussi améliorer l'accord entre les 2 pays pour prendre en compte la gestion de toutes les ressources en eau existantes entre les 2 territoires. La présente session fait suite à la 4e tenue en avril 2021 à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. La gestion intégrée des ressources en eau reste pour les 2 pays une clé appropriée pour le développement socio-économique ainsi que la durabilité des écosystèmes. Radio Mali à Koro et environ 99.7 MHz en FM. Actualité à l'intérieur du pays. À Mopti, les membres du comité régional de coordination humanitaire et de développement de la région de Mopti se mobilisent. Il s'agit pour eux de faire l'état des lieux au titre de l'année 2022 et les perspectives de 2023 à ce qui concerne la situation humanitaire et le développement en 5e région. C'était ce mardi à Mopti. Reportage Boubacar Sankari. Pour cette 4e et dernière session du comité régional de coordination humanitaire et de développement au titre de l'année 2022 dans la région de Mopti, les acteurs ont planché, entre autres, sur le bilan des réalisations des clusters et les défis à relever au nombre desquels la délivrance des services sociaux de base, la gestion des personnes déplacées internes et la lutte contre les inondations. Ghislaine Gâteau, chef de bureau OCHA à Mopti. Par rapport aux inondations, le cercle de Djéné, tout comme Yowaru et Tenenkou ont connu des inondations. Il y a eu des villages qui étaient vraiment inaccessibles, mais grâce à l'accompagnement des autorités, tous les sinistrés ont été appuyés. Sur le plan sectoriel, que ce soit au niveau de l'éducation, qui connaît aussi un grand défi avec un grand nombre d'enfants non scolarisés et plus de 900 écoles fermées. Les clusters éducation continuent à sensibiliser les parents, les élèves et les enseignants
pour la réouverture de toutes ces écoles. Au début de l'année, la région de Mopti avait 62 000 personnes déplacées. Donc quand je dis la région de Mopti avec ses 4 cercles, les cercles de Mopti, Yuaru, Tenenkou et Djéné, et aujourd'hui il y a eu une augmentation de 20 000 personnes déplacées. Les autorités régionales saluent ces différentes actions réalisées par le comité régional de coordination humanitaire et de développement. Kantara Diawara, directeur de cabinet du gouverneur de Mopti. Nous avons réalisé au cours de l'année 2022 beaucoup d'activités. Nous avons eu beaucoup de satisfaction, même si vraiment il y a eu beaucoup de problèmes aussi, des crises, des sinistres que nous avons gérés. Les perspectives pour 2023 se résument au renforcement des stocks de contingence au niveau régional et la création d'une base de données des différents acteurs intervenant dans la région de Mopti. Mopti, Boubacar Sankaré et Souleymane Tepsouké pour l'ORT. À Ségou, lancement des activités du projet intitulé Mousso Kunkan. Ce projet initié par la plateforme droits économiques, sociaux et culturels du Mali vise à accroître une mobilisation pour une participation des femmes et filles aux élections et aux réformes au Mali. Le projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui aux réformes et aux élections. Reportage Kandesida. La place et le rôle des femmes sont déterminants pour le Mali Croix. Le taux de participation aux élections est tributaire d'une forte mobilisation et participation des femmes, certes, mais une participation positive. Le projet Mousso Kunkan ou celui d'orientation des proximités pour une participation plus accrue des femmes et jeunes filles aux élections et aux réformes au Mali entend désormais œuvrer. Jakité Myriam Koulibaly, représentante de la plateforme. La nouvelle loi électorale est une grande opportunité pour améliorer la participation politique des femmes à travers le strict respect de la loi numéro 2015-052. Aussi, les femmes de la société malienne dans son ensemble fondent beaucoup d'espoir à même d'établir l'équité en matière de représentation et de prise de décision au niveau institutionnel, politique et administratif. Ainsi, le projet Mousso Kunkan, à travers sa cellule d'orientation, se propose de sensibiliser, de renforcer la capacité des femmes, des acteurs politiques, des décideurs afin de lever les réticences et les pesanteurs sociales en vue d'accroître la participation des femmes aux élections et aux réformes au Mali. Mamadou Traoré, conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de Ségou. J'exhorte en conséquence les femmes leaders des partis politiques et de la société civile, ainsi que les responsables des partis politiques, à plus d'engagement pour continuer l'accompagnement plus efficace, la volonté du gouvernement à travers le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation de réaliser les élections inclusives et apaisées. La cérémonie a été également marquée par des témoignages des femmes exemplaires et une visite guidée des installations des locaux du conseil d'orientation. Ségou, Kandé Silla, Bakary Traoré pour l'ORT. Sikasso en troisième région, 100 exposants et 1000 visiteurs par jour. C'est ce qui est attendu durant les 4 jours de la FASCO, Foire agricole de Sikasso, 5e édition. Le rendez-vous des acteurs du monde agricole est organisé par l'association des organisations professionnelles paysannes et soutenu par le conseil régional de Sikasso. L'édition 2022 est parrainée par le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Le lancement de la FASCO 2022 a eu lieu ce jeudi au stade Babemba Traoré de Sikasso. Compte rendu, Moustapha Doumbia. La FASCO, Foire agricole de Sikasso, est un cadre de rencontre des acteurs des filières agricoles. La 5e édition de la FASCO est placée sous le thème « La problématique de l'insertion socio-économique des femmes et des jeunes dans les filières agricoles ». Bakary Diara, président de la commission d'organisation. L'objectif de cette foire est d'introduire une culture de business et un système de production compétitif dans le domaine agro-silvopastoral à travers l'accès des opérateurs économiques aux services financiers, surtout des crédits agricoles, et à l'accès à un marché rémunérateur. La FASCO 2022, c'est une centaine de stands et 1000 visiteurs par jour. Les participants viennent de l'intérieur du pays et des pays voisins, dont le Burkina Faso, la Guinée et la Côte d'Ivoire. L'initiative est soutenue par le Conseil régional et parrainée par le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Tidjane Yuba Jakité, chef de cabinet du ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Les questions d'emploi sont des questions transversales et nous sommes obligés d'aller dans les zones militaires sectorielles, d'aller dans les collectivités justement pour dénicher des niches d'emploi pour pouvoir créer ces emplois. Et justement, cette fois, fait partie un peu de cette opportunité qui s'offre à nous. Yaya Bamba, président du conseil régional de Sikasso. L'économie de la région de Sikasso est à vocation agro-silvopastorale. Et cette vocation demeure
le fil conducteur des choix stratégiques de développement de la région. Cette 5e édition de la foire agricole de Sikasso s'inscrit dans cette dynamique de consolidation des acquis. La 5e édition de la FASCO prévoit des conférences sur une dizaine de thématiques en lien avec l'agriculture et l'insertion socio-économique des femmes et des jeunes. Daniel Dambélé, gouverneur de la région de Sikasso. Cette foire offre l'occasion pour accroître les échanges commerciaux et l'innovation agricole entre producteurs, transformateurs, producteurs d'intrants et d'équipements agricoles, les chercheurs, les banques et institutions financières, tant au niveau régional que national et international. La foire agricole 2022 de Sikasso dure 4 jours. Sikasso, Moustapha Doumbia et Amadou Dolo pour l'ORTM. Radio Mali, 13h15. Actualité hors de nos frontières. En Tunisie, près de 9 millions d'électeurs sont attendus aujourd'hui aux urnes pour le premier tour du scrutin législatif. Ils éliront le nouveau Parlement de 161 députés au pouvoir très restreint. 1058 candidats sont en lice pour ce scrutin qui connaît des changements importants par rapport au scrutin précédent. C'est le premier scrutin législatif depuis la prise de pouvoir du président Kais Saïd le 25 juillet 2021. Le processus politique mené par le président Saïd qui monopolise les pouvoirs a fait l'objet de critiques au sein de la société civile et des partis politiques d'opposition. Bien, ces derniers dénoncent une mascarade de l'élection selon leurs propres mots. Alors, la RD Congo demande au Zimbabwe l'extradition du général John Mumbi, l'ancien chef de la police et de l'inspection générale des forces armées congolaises, est activement recherché par la justice militaire de son pays. Sous sanctions européennes et américaines pour atteinte aux droits de l'homme, l'ex-proche de l'ancien régime de Joseph Kabila avait disparu l'an dernier après de nouvelles évolutions dans le procès de l'assassinat de 2010 du défenseur du droit de l'homme Floribert Chebeya et de son collaborateur fidèle Bazana. Dans ce procès, le général John Numbi a été présenté comme principal commanditaire du trouble et de maître. Le président sud-coréen envisage donc une hausse de temps de travail allant jusqu'à doubler le volume horaire, par semaine. Alors que le gouvernement sud-coréen vient tout juste de sortir de la grève des routiers qui a paralysé une partie de l'économie pendant 2 semaines, le président a notamment mis l'accent sur une réforme du travail augmentant le volume horaire jusqu'à 80 heures par semaine. Actuellement, la semaine de travail est de 40 heures plus 12 heures supplémentaires. Mais le ministre de l'Emploi et du Travail coréen souhaite permettre aux entreprises de demander jusqu'à 40 heures de travail supplémentaires, augmentant le volume maximal à 80 heures. Eh bien, le climat social s'annonce tendu, mais le texte sera l'objet d'une discussion au Parlement. Dans un instant, le sport. L'actualité sportive, c'est l'affaire de Famour Diourté. Famour Diourté, bonjour. Bonjour, Jacques Thénou. On parle d'abord de Coupe du Monde pour dire qu'au Qatar, bien, ce samedi, le Maroc aura l'occasion de finir son parcours historique en beauté en remportant la petite finale. Oui, pour cela, il faut se défaire de la Croatie de Luka Modric, équipe contre laquelle le Maroc s'était déjà frotté en phase de poule. Écoutons le sélectionneur marocain Walid Regragui. Ça va être la plus mauvaise finale à jouer, mais on accepte quand même de la jouer. Un peu déçu de ne pas jouer la vraie finale. Mais voilà, il y a un dernier match, il y a une 3e place à aller chercher. On sait que c'est important de finir sur le podium pour nous, surtout pour bien finir le tournoi. Même si ça va être difficile avec la fatigue, le coup de massue qu'on a pris derrière la tête. Mais voilà, les Croates aussi ont à cœur aussi de bien terminer la compétition. On les a joués le premier match. C'est un beau clin d'œil de les jouer le dernier match. Et on sait que ça va pas être un match facile. Même physiquement, ils ont un jour de plus de récupération. Nous, on va bien penser pour essayer d'avoir la meilleure équipe possible pour finir 3e. Croatie-Maroc, match pour la 3e place de la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est cet après-midi à 15h sur ORTM 2 et sur les ondes de la radio chaîne 2 de l'ORTM en langue Bamanankan. Voilà, la grande finale donc c'est pour demain entre la France et l'Argentine. Oui, il s'agira de la 4e rencontre de Coupe du Monde entre l'Argentine et la France. L'Albi Céleste a remporté 2 des 3 précédentes, mais a perdu la seule en phase à élimination directe 4-3 en 8e de finale en 2018. L'Argentine jouera sa 6e finale de Coupe du Monde. Seule l'Allemagne, avec 8, en a disputé plus.
Elle pourrait soulever le trophée pour la 3e fois après 1978 et 1986, mais un échec ferait de l'Albi Céleste l'équipe qui s'est le plus souvent échouée en finale, 4 à égalité avec l'Allemagne. Quant à la France, elle va jouer pour la 4e fois sur les 7 dernières éditions. Alors, c'est 2 fois plus que n'importe quelle autre nation sur la période. Les Bleus, champions en titre, pourraient devenir la 3e équipe à remporter 2 Coupes du Monde consécutives après l'Italie en 1934 et 1938 et le Brésil en 1958 et 1962. Argentine-France, finale de la 22e Coupe du Monde de football, c'est ce dimanche à 15h au Qatar. Révérence sur nous pour parler des championnats de Ligue 1 qui se poursuit ce samedi. À Baraouli, l'AS Bagardian reçoit l'US face à 15h. Ici à Bamako, au stade Mamadou Konaté, l'ASCO joue contre l'USC Kita à 16h. Au stade Modibo Keita, Binga FC accueille le stade malien de Bamako à 16h. Ensuite, l'AS Blacksa sera face à Yelen Olympique. En ouverture de la 7e journée ce vendredi, Afé a battu US Bougouni par 1-0. En seconde heure, l'AS Police et El Seba se sont neutralisés 1 but partout. Les 2 derniers matchs se jouent lundi au stade Modibo Keita. Il s'agit des oppositions à Estral Djoluba C et COB 11 créateurs. Voilà, on termine par la balle au panier pour dire qu'en NBA, Joel Embiid, j'allais dire, poursuit sa folie et sa forcerie. Ah oui, Joel Embiid casse tout sur son passage. Cette nuit, c'est Golden State, champion NBA en titre, qui en a fait les frais. Philadelphie a battu les Warriors 118-106. Le pivot camerounais s'est encore illustré avec 34 points, 13 rebonds, 4 passes décisives et 4 interceptions. Un match dans la lignée de ses dernières sorties, puisque Joel Embiid a respectivement inscrit 34, 31, 53, 38 et 39 points sur ses 5 derniers matchs. Voilà, Farouk Djouté, merci pour cette passeport bien fournie. Voilà, c'est Journal Station pendant qu'il est 13h passé de 21 minutes à Nonsambougo dans le secteur de Koulogani et à Badogo dans le secteur de Yamfoulila. Un journal qui a été présenté par Isaac Tchenou avec la communauté technique de Abse Traoré. Mise en ligne, Sekou Traoré, réalisation de Siba Badiara. Merci à Obrama Traoré pour la suite de cette édition. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur nos antennes, c'est pour 19h30. D'ici là, le programme se poursuit. Tout à l'heure, les informations sur le temps, suivi du journal interrégional avec Youssouf Traoré. Et pour ma part, je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Radio Mali. Au revoir.